Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et à la une de ces nouvelles, bien sûr, on vient de suivre la conférence de presse tenue par le Premier ministre Moustapha Madbouli ainsi que le ministre de la Banque centrale. Le gouverneur de la Banque centrale sur la dévaluation de la livre égyptienne et le changement du taux de change de la livre égyptienne devant le dollar. La monnaie égyptienne s'est changée aujourd'hui à 17,8 voire 18 livres pour $1, soit une perte de 13% de sa valeur en une journée, alors que l'inflation dans le pays, premier importateur de blé russe et ukrainien, a déjà atteint un record en février. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Amr Zouheri. Vous êtes journaliste, bonsoir. Bonsoir. Alors là, on s'est réveillé avec la nouvelle qu'il y a une dévaluation d'environ 13% de la livre égyptienne. Voyons, aujourd'hui, il y a pour la deuxième fois consécutivement une crise qui est démesurée, qui affronte le monde. Donc c'était cette dévaluation de 13%, c'est plus une correction, plus qu'une mesure d'urgence catastrophique. C'est juste une remise en forme, en norme, avec l'évaluation monétaire dans l'ensemble du monde. Donc c'est une mesure qui était attendue, qui vient en conséquence avec les événements sur les scènes internationales autour du monde, soit en Ukraine, soit même dans ce qu'il y a d'ambition pour le monde au niveau de COP 26 et 27 et une planète plus écologique à l'avenir. Donc tout cela se synchronise avec cette mesure qui, certes, corrige le budget de l'année prochaine, mais avec des mesures qui favoriseraient à l'avenir une relance économique égyptienne. Très bien. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a annoncé quelques décisions concernant les salaires des employés, des fonctionnaires. Et même l'augmentation des retraites. Oui, et pour les salaires des retraités. Et en même temps, une augmentation des intérêts des dépôts de la banque. Parce qu'il y a une augmentation au niveau mondial qui est inévitable. Et dans beaucoup de pays, cette augmentation a atteint des 40%, etc. En Égypte, l'augmentation, la hausse est de 15%. Donc ça reste dans les normes et ça reste défendable par le gouvernement. Donc dans cette alignée que le Premier ministre continue pour maintenir ce cap et garder donc ce genre de succès. C'est une demi-défaite, mais une demi-victoire aussi. Donc il continue à croire que l'avenir serait meilleur. Oui. Là, le monde est affronté à deux gros problèmes. La première, c'est la pandémie qui dure depuis 2 ans, et la deuxième, c'est le conflit russo-ukrainien qui a frappé l'économie du monde. Mais pour la pandémie, c'est aussi une raison de crier victoire. Aujourd'hui, le gouvernement en Égypte, il crie, même on a senti cela dans le mot du gouverneur de la Banque centrale. Il a presque, comment dire, il a démontré le succès et comment il est convaincu que c'était une victoire de l'affrontement ou la confrontation qu'a pu avoir l'Égypte pour amortir et affronter les conséquences de la pandémie.
c'est vraiment impressionnant. C'est un grand succès, soit au niveau des pertes matérielles et malheureusement humaines, soit la façon le gouvernement a pu canaliser tout problème qu'il a pu avoir à cause de la pandémie. En dépit de la dévaluation de la livre égyptienne, mais est-ce que vous trouvez que les décisions prises par le gouvernement concernant l'augmentation des salaires, concernant l'allègement de quelques taxes ou bien impôts sur les sièges industriels surtout, est-ce que vraiment ça va compenser cette dévaluation? Oui, et d'un côté, ils ne perdent pas espoir, au contraire, ils croient franchement dans la participation et le taux de la participation des Égyptiens qui vivent à l'étranger. On a senti cela aussi dans le mot qui a été dit. Donc, il y croit parce qu'il y a eu une augmentation de 2015 de à peu près 15 milliards de dollars à une augmentation à 30 ou 45 milliards de dollars en 2020 pour le taux de participation des Égyptiens qui vivent à l'étranger. Et d'un autre côté aussi l'exportation égyptienne. On a donc dans les domaines qui apportent de la liquidité, des devises étrangères. Donc, le gouvernement participe activement à développer ces secteurs et en même temps, en parallèle, avec une politique assez claire de garder un taux de liquidité qui permettrait à l'avenir d'affronter n'importe quel problème d'urgence qui pourrait s'émerger à n'importe quel moment. Parfait. Bon, je vais passer à un autre sujet, oui, mais qui n'est pas loin, c'est-à-dire c'est presque la même ligne. C'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a examiné hier le projet de budget de l'État pour l'exercice 2022-2023 et a donné ses directives aux gouverneurs de la Banque centrale et au gouvernement de préparer immédiatement un ensemble de mesures de protection financière et sociale pour atténuer les effets des répercussions économiques mondiales sur le citoyen égyptien. Salih Hamed et Yara Choucha nous donnent les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni dimanche avec le Premier ministre Mustafa Madbouli, le ministre des Finances Mohamed Maït, la ministre de la Solidarité sociale Nevin El-Kabbaj et plusieurs responsables pour examiner le projet de budget pour le prochain exercice 2022-2023. Dans ce contexte, le président a ordonné au gouvernement de préparer immédiatement un ensemble de mesures de protection financière et sociale pour atténuer les effets des répercussions économiques mondiales sur le citoyen égyptien. Le ministre des Finances a présenté les indicateurs finaux les plus importants du projet de budget pour l'exercice 2022-23, qui verra la réduction du déficit total à environ 6,3% du PIB, la poursuite de la réalisation d'un excédent primaire de 1,5% du PIB et la réduction de la dette des agences budgétaires générales par rapport au PIB à environ 80,5%. Ceci de même que l'augmentation du taux de croissance des revenus à environ 17% pour atteindre 1,447 milliard de livres égyptiennes, outre l'augmentation des dépenses avec un taux de croissance de 16%. Le président a également été informé au cours de cette réunion sur les nouveautés du développement du système fiscal, notamment en ce qui concerne le système de la mécanisation et le développement des procédures fiscales, ainsi que la position exécutive de diverses mesures pour lutter contre l'évasion fiscale, que ce soit par des campagnes fiscales ou par le biais de la nouvelle cellule fiscale électronique. Le chef de l'État a également été informé des amendements au projet de loi de l'impôt sur le revenu, notamment les réformes liées à la revitalisation de la bourse égyptienne, conformément à ce qui a été convenu avec les investisseurs et la bourse. La réunion a également porté sur les axes de la stratégie de développement du système douanier et des programmes et initiatives les plus importants pris à cet égard, surtout le démarrage ce mois-ci de l'activation du système d'obligation de conformité des marchandises importées aux normes internationales.
Monsieur Amr Zouhiri, alors, le président a donné ses directives au gouvernement d'essayer d'alléger les circonstances mondiales qui frappent le monde économiquement. Oui, et de revoir le budget. Le budget en faveur du citoyen. Oui, des citoyens, ce qui est marquant dans le mandat du président Al-Sisi, qu'il se penche en faveur de citoyens de l'ONDAD qui est moyen, qui souffre, qui vit une vie difficile, sans beaucoup de moyens et d'une vie de luxe, quoi. Oui. Donc ils essayent d'alléger au maximum cette vie et d'augmenter cette classe sociale médiane ou moyenne pour qu'elle soit la plus répandue et étendue possible. Comme ça, ça pourrait absorber les classes défavorables et en même temps, ça ne toucherait à rien les classes plus aisées qui, soit à cause du pouvoir, de l'argent ou donc de la science et qui en... mais il y a un essai ici aussi ressenti dans la politique du président Al-Sisi, c'est de créer ce rêve égyptien. Cette façon d'avoir une vie comme à l'instar du rêve américain qui était répandu dans les années 60 du XXe siècle, une sorte de rêve égyptien qui pourrait répondre aux besoins de 100 millions d'habitants, qui est ce qui est nouveau pour une jeunesse de 20-30 ans qui est nouvelle de 40% de la population, donc un nouveau peuple d'Égypte, donc de plus, donc qui peut répondre à des normes assez spécifiques à lui-même, mais qui peut, si il réussit à faire cela, conduire un élan de développement de l'Égypte qui serait un exemple mondial, comme à l'instar des pays asiatiques. Que par exemple, il y a les exemples, un pays comme la Malaisie ou même l'Indonésie a pu stabiliser la population après des décennies d'une population qui dépasse les 200 millions d'habitants et 300 millions, ils ont pu stabiliser ce taux. Ce siècle, il y a par exemple l'Éthiopie, elle a dépassé les 100 millions d'habitants aussi. Donc il faut canaliser au maximum les sources humaines pour avoir le bénéfice maximum pour l'humanité, pour garder cette planète saine et sauve et écologique et habitable aisément pour les nouvelles générations. Parfait. Bon, je passe à un autre sujet qui a relation quand même avec ces décisions entreprises. Alors, le Premier ministre Moustapha Madbouli a rendu aujourd'hui un décret fixant le prix du pain non subventionné. Et le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur a déclaré que l'État avait consacré 36 milliards de livres égyptiennes pour l'achat du blé local, une somme qui sera versée aux agriculteurs 48 heures après la livraison de leur récolte. Salih Ahmed Yarashoucha nous donne les détails. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a rendu public aujourd'hui un décret fixant le prix du pain non subventionné. Selon le premier article du verdict, les grands magasins et les points de vente doivent s'engager au nouveau prix pour une période de 3 mois ou jusqu'au nouvel ordre. Les contrevenants seront écopés d'une amende qui n'est pas inférieure à 100 livres et ne dépasse pas les 5 millions de livres, conformément à l'article 22 de la loi sur la protection de la concurrence et la prévention des pratiques monopolistiques, selon le deuxième article du dit verdict. Par ailleurs, le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Ali Al-Msalhi, avait déclaré que l'État avait consacré 36 milliards de livres égyptiennes pour l'achat du blé local, une somme qui sera versée aux agriculteurs 48 heures après la
livraison de leur récolte. M. Al-Moussalhi a expliqué que la réserve stratégique de blé suffisait pour 3 à 4 mois et que l'État envisageait d'acheter des agriculteurs locaux jusqu'à 6 millions de tonnes de blé lors des récoltes d'avril prochain. Dans les saisons précédentes, les agriculteurs avaient le choix de livrer ou non leur récolte de blé, mais vu les circonstances mondiales actuelles cette année, l'État devait assurer les articles de base et a pris la décision d'imposer à ceux qui ont en cultivé de livrer 12 boisseaux pour chaque feddan planté, a ajouté le ministre de l'Approvisionnement. Monsieur Zouheri, voilà, les derniers jours, on a senti qu'il y a une augmentation de prix du pain en Égypte, surtout le pain non subventionné. Le pain subventionné n'a pas été touché. Là, le Premier ministre revoit ce prix pour fixer le prix. Oui. Comment vous voyez cette action ? C'est très bien, et également ce qui entre dans ce qui était imprévu, le conflit entre la Russie et l'Ukraine aussi, qui a affecté les prix de blé. Donc à l'avenir, comme le Covid, on a mentionné il y a quelque temps que c'était une victoire. Le conflit ou la crise ukrainienne, on ne sait pas encore comment elle va se développer. Et le pain est quelque chose, donc un élément essentiel pour la population égyptienne et un dossier très sensible et en même temps qui pourrait être malheureusement très affecté par le conflit russo-ukrainien. Donc dans un sens de prévoyance, d'essayer de prévoir un peu et de faire au maximum d'anticiper le problème. Donc le Premier ministre a pris en main ce dossier. Donc comme en alignement avec tout ce qui a été dit, donc pour alléger le budget et d'offrir une vie soutenable et facile aux Égyptiens moyens, le pain est un élément essentiel ou un pilier de ce qui est une vie digne pour la population égyptienne. Donc attaquer ce dossier, c'est courageux et c'est important et c'est essentiel, c'est quelque chose qui devrait être fait et qui est fait. C'est le Donc c'est à saluer. Bon, on passe à notre dernier sujet pour ce soir. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui est arrivé hier au Pakistan. 4e étape de sa tournée asiatique débutée depuis dimanche dernier et qui a compris aussi la Malaisie, Singapour et l'Indonésie. Shoukry, en tant que président désigné de la conférence des parties des Nations Unies sur le changement climatique, la COP 27, que l'Égypte accueillera à Sharm el-Sheikh en novembre, a discuté lors de sa tournée des préparatifs de la conférence ainsi que d'autres questions relatives au changement climatique. Le chef de la diplomatie égyptienne devra participer à la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique qui se tiendra à Islamabad demain et après-demain, les 22 et 23 mars. Salih Hamed Yarashoucha nous donne les détails. Le chef de la diplomatie égyptienne était arrivé hier au Pakistan, 4e étape de sa tournée asiatique qu'il avait menée en Malaisie, à Singapour et en Indonésie. Il s'agit d'une tournée pour discuter avec les ministres des Affaires étrangères de ces pays et d'autres hauts responsables du renforcement des relations bilatérales et d'autres questions d'intérêt commun. M. Shoukry, en tant que président désigné de la conférence des parties des Nations Unies sur le changement climatique COP27 que l'Égypte accueillera à Sharm el-Sheikh en novembre, a discuté également lors de cette tournée des préparatifs de la conférence ainsi que d'autres questions relatives au changement climatique. En Malaisie, le chef de la diplomatie égyptienne s'est entretenu avec le Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaqub et il lui a remis un message du président Abdel Fattah el-Sisi. Il s'est également entretenu avec le ministre malaisien de l'Environnement et de l'Eau, Tuan Ibrahim, et ont examiné les dossiers inscrits à l'ordre du jour de cette conférence.
À Singapour, deuxième station de sa tournée asiatique, le chef de la diplomatie égyptienne s'est entretenu mercredi avec le vice-premier ministre du Singapour, également ministre pour la coordination de la sécurité nationale et chef du comité ministériel national sur le changement climatique, Teo Chi Yan. La réunion a porté sur les moyens de promouvoir la coopération et la coordination au cours de la prochaine période entre les deux pays, notamment dans le domaine du climat. Concernant cette tournée de la part du ministre des Affaires étrangères dans les pays de l'Asie de l'Est, quelle est l'importance de cette tournée? Déjà, ça prend la sauce au niveau de la préparation pour la COP27. Ouais. Donc actuellement, c'est une sorte de dynamisme et motivation pour ces pays asiatiques qui sont très importants, qui détiennent des relations avec l'Égypte historique et qui ont été essentielles dans l'histoire de l'humanité en tant qu'un troisième voie de non-alignement, ni avec les soviétiques, ni avec le camp américain ou l'Occident. Donc, et aujourd'hui, ils ont réussi à avoir un développement assez soutenu sur beaucoup de dossiers, et notamment au niveau de développement durable, avec une réussite. Et aujourd'hui, ils sont le troisième partenaire de l'Égypte après l'Europe et les États-Unis, et en ajoutant aux pays de l'ASEAN, qui a été aussi sujet de visite de son Excellence, le ministre des Affaires étrangères, M. Chokri. Et plus la Corée du Sud et le Japon et la Chine, c'est un continent géant. Impressionnant. C'est géant, c'est l'humanité, c'est le plus grand. Et c'est l'avantage de mener des projets de développement avec eux, parce que leurs relations sont a priori apolitiques. Donc ils ne mènent pas la politique dans leur dossier du travail des affaires. Pour eux, a priori, les affaires sont les affaires, à l'inverse des Américains ou des Européens, on voit avec le dossier ukrainien et la Russie. Donc il y a les prix augmentent, des trucs comme ça. Donc à l'inverse, pour les Asiatiques, c'est plus posé, et donc l'axe de développement du tiers-monde était l'Afrique et l'Asie et l'Amérique du Sud. Et reprendre cet axe avec une vision universelle pour affronter le réchauffement climatique et sauver la planète, c'est possible. Et aujourd'hui, c'est J-190, il reste quelques mois pour la rencontre de novembre. Oui. Donc c'est des dossiers très importants à mener. Plus demain, il y aurait la conférence islamique. Donc c'est comment dire, c'est une visite continentale pour l'ensemble de nos partenaires asiatiques, pour les motiver à venir, à avoir leur place au sein de cette conférence dans quelques mois. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Monsieur Amr Zohairi, je rappelle que vous êtes journaliste. Chers téléspectateurs, je vous remercie de votre fidélité et très très bonne soirée. Au revoir.